Bienvenue sur la chaîne Livre Audio Français Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. Une pensée pour James M. Cain. Il devait être près de midi quand ils m'ont jeté à bas du camion. Première partie. Une Mercedes grise. Nuit du 9 au 10 avril 2009. Augie Odenkirk avait une Datsun 1997 qui roulait encore plutôt bien, malgré les bornes qu'elle affichait au compteur. Mais l'essence était chère pour un homme sans emploi. Et le City Center se situait à l'autre bout de la ville. Il opta donc pour le premier bus de nuit. Il sortit de chez lui à 23h20, son sac sur le dos et son duvet roulé sous le bras. Il serait content de la voir à 3h du matin. La nuit était froide et brumeuse. « Bonne chance à vous !» lui dit le chauffeur quand il descendit du bus. « En arrivant le premier comme ça, vous devriez trouver quelque chose. » Il n'était pas le premier. Quand Augie atteignit le haut de la large rue escarpée qui menait à l'auditorium, un rassemblement d'au moins 20 personnes attendait déjà devant la rangée de portes fermées. Du ruban de signalisation jaune avec la mention « Ne pas franchir » avait été installé, créant une zone labyrinthique complexe. Augie avait l'habitude de ce genre de couloir. Il y avait les mêmes dans les cinémas et dans le hall de la banque chez qui il était actuellement à découvert. Et il en comprenait l'utilité. Faire rentrer le maximum de gens dans le minimum d'espace. Alors qu'il rejoignait l'extrémité de ce qui serait bientôt une farandole de demandeurs d'emploi, Augie fut surpris et consterné de voir que la femme juste devant lui avait un bébé endormi dans le dos. Les joues du bébé étaient rougies par le froid, et chaque expiration était accompagnée d'un léger râle. À l'approche du souffle court d'Augie, la femme se retourna. Elle était jeune et assez jolie, même avec ses cernes noires sous les yeux. Il y avait un petit sac matelassé posé à ses pieds. Augie supposa qu'il contenait du matériel pour bébé. « Salut, dit-elle. Il paraît que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. » « Espérons-le. » Il hésita, se dit « au diable » et lui tendit la main. « August Odenkirk, Augie, nouvellement licencié, comme on dit au XXIe siècle. Viré, quoi. » Elle lui serra la main. Elle avait une bonne poigne, ferme et déterminée. « Moi, c'est Janice Cray. Et mon petit rayon de soleil, là, c'est Patty. J'imagine que moi aussi, j'ai été licenciée. J'étais femme de ménage chez des gens très gentils de Sugar Heights. Lui était concessionnaire automobile. » Augie grimaça. Janice acquiesça. « Ouais, il a dit qu'il était désolé d'avoir à faire ça, mais qu'il devait se serrer la ceinture. Ils ne vendent quasiment plus rien. »« Ouais, c'est la dure réalité, » répondit Augie en pensant. « T'as trouvé personne pour la garder? Vraiment personne? »« J'ai pas pu faire autrement que de l'emmener avec moi, » dit Janice. « Pas vraiment besoin de savoir lire dans les pensées, se dit Augie. « J'ai personne d'autre, littéralement. Ma petite voisine pourrait pas rester toute la nuit, même si je pouvais la payer. Et je peux pas. Si je trouve pas de boulot, je sais pas ce qu'on va devenir. »« Et vos parents ?» demanda Augie. « Ils sont dans le Vermont. Si j'avais ne serait-ce qu'un minimum de jugeote, j'irais là-bas avec Patty. C'est joli. Mais ils ont leurs propres problèmes. Mon père dit qu'ils sont sous l'eau avec leur maison. Pas littéralement, ils sont pas au fond de la rivière ou quoi, mais financièrement. » Augie acquiesça. Ça aussi, c'était la dure réalité. Quelques voitures commençaient à affluer de Marlborough Street, où Augie était descendu du bus. Elles tournaient toutes vers un immense parking désert qui serait sans nul doute bondé au petit jour. Quelques heures avant que la première foire à l'emploi annuelle n'ouvre ses portes. Aucune des voitures n'avait l'air neuve. Elles se garèrent et au moins 3 ou 4 demandeurs d'emploi émergèrent de la plupart d'entre elles. Tous se dirigeaient vers les portes de l'auditorium. Augie n'était plus en fin de queue à présent. La file atteignait presque le premier méandre de ruban jaune. « Si je trouve un boulot, alors là, je pourrais me payer une babysitter, » poursuivit Janice. « Mais pour ce soir, Patty et moi, on va devoir ravaler notre fierté. » Le bébé émit une petite toux bronchique, à laquelle Augie ne prêta pas attention. Remua,
puis se réinstalla confortablement. Au moins, la petite était bien emmitouflée. Même ses mains étaient au chaud dans de minuscules mitaines. « Les gosses survivent à bien pire », se dit Augie avec un certain malaise. Il pensait au Dust Bowl et à la Grande Dépression. Mais cette dépression-ci était suffisamment grande pour lui. Il y avait 2 ans de ça, tout se passait pour le mieux. Il ne roulait pas sur l'or, mais il arrivait à joindre les 2 bouts, et éventuellement à en avoir encore un peu à la fin du mois. Et puis tout avait merdé. Ils avaient fait un truc à l'argent. Ils ne savaient pas quoi. Lui s'affairait dans les bureaux de la Société des Transports des Grands Lacs, et tout ce qu'il savait, c'était faire des factures et utiliser un ordinateur pour acheminer de la marchandise par train, bateau et avion. Quand ils vont me voir avec un bébé, ils vont penser que je suis irresponsable, fit remarquer Janice. Je le vois déjà sur leur visage. Je le vois sur le vôtre. Mais qu'est-ce que j'y peux? Même si ma voisine pouvait rester toute la nuit, ça me coûterait 84 $. 84! J'ai de quoi payer le loyer pour le mois prochain, et après ça, j'ai plus un rond. Elle sourit, et sous les imposants réverbères à vapeur de sodium du parking, Augie vit des larmes perler à ses cils. Je m'étale. Mais non, ne vous excusez pas. La file d'attente avait dépassé le premier virage. Elle repartait maintenant dans l'autre sens pour revenir au niveau d'Augie. Et la fille avait raison. Il surprit beaucoup de gens en train d'observer le bébé endormi dans le dos de sa mère. Et ça y est, voilà, c'est reparti. Je suis une mère célibataire et sans emploi, et il faut toujours que je m'excuse auprès de tout le monde et pour tout. Elle se retourna et regarda la bannière fixée au-dessus de la rangée de portes. 1000 emplois assurés, proclamait-elle. Et en dessous, toujours aux côtés de nos concitoyens, votre maire, Ralph Kinsler. Des fois, j'ai envie de m'excuser pour Columbine, et pour le 11 septembre, et aussi pour Barry Bonds qui prend des stéroïdes. Elle lâcha un rire semi-hystérique. Des fois, j'ai même envie de m'excuser pour l'explosion de la navette spatiale, et quand c'est arrivé, je marchais encore à 4 pattes. Ne vous inquiétez pas, lui dit Augie. Tout ira bien. Mais c'était juste le genre de choses qu'on dit sans le penser. J'aimerais que la nuit soit moins humide, c'est tout. Je l'ai bien emmitouflé au cas où il ferait vraiment froid, mais cette humidité... Elle secoua la tête. « Mais on va s'en sortir, hein, Patty ?» Elle adressa un petit sourire de désespoir à Augie. « Il n'a pas intérêt à pleuvoir. » Il ne plut pas, mais l'humidité s'intensifia jusqu'à former de fines gouttelettes de rosée, flottant dans les faisceaux de lumière des réverbères. Augie s'avisa que Janice Cray dormait debout. Elle avait le bassin en avant et les épaules avachies. Ses cheveux pendaient, froids et humides autour de son visage et de son cou. Son menton reposait presque sur son sternum. Il consulta sa montre. Il était 3h moins le quart. 10 minutes plus tard, Patty Cray se réveilla en pleurs. Sa maman, bébé maman, pensa Augie, sursauta légèrement, poussa un ronflement de cheval, releva la tête et essaya de sortir l'enfant du porte-bébé. Elle n'y arrivait pas seule. Les jambes de l'enfant étaient coincées. Augie intervint et l'aida en tenant les bretelles du porte-bébé. Alors que Patty émergeait enfin, hurlant de plus belle, il remarqua que son minuscule manteau rose et son bonnet assorti étaient couverts de gouttelettes. « Elle a faim, » dit Janice. « Il faut que je lui donne le sein. Mais elle a aussi mouillé sa couche. Je le sens à travers son pantalon. Mon Dieu, je ne vais pas la changer ici. Regardez toute cette brume. » Augie se demandait quelle étrange divinité avait fait en sorte que ce soit lui qui se trouve juste derrière elle dans cette file immense. Il se demandait aussi comment diable cette femme allait s'en sortir. Pas seulement les 18 prochaines années de sa vie, où elle serait responsable de sa fille, mais durant toute sa vie. Sortir par une nuit pareille, sans rien d'autre qu'un sac de couches. Être désespéré à ce point. Il avait posé son sac de couchage par terre, et maintenant il s'accroupissait pour dénouer les liens, le dérouler et ouvrir la fermeture éclair. « Mettez-vous là-dedans, réchauffez-vous et réchauffez-la, elle. Je vous passerai tous les trucs dont vous avez besoin. » Elle l'observa, son bébé dans les bras pleurant et gesticulant. « Vous êtes marié, Augie ?»« Divorcé. »« Des enfants ?» Il secoua la tête.
Pourquoi êtes-vous aussi gentil avec nous ? » ?»« Regardez où nous en sommes, » dit-il, puis il haussa les épaules. Elle le regarda encore un instant, hésitante, puis lui tendit le bébé. Augie le tenait à bout de bras, fasciné par son visage rouge de colère et de pleurs, la morve coulant au bout de son tout petit nez retroussé et ses jambes battant l'air dans sa grenouillère de flanelle. Janice se faufila dans le sac de couchage, puis tendit les bras vers Augie. « Passez-la-moi, s'il vous plaît. » Augie s'exécuta, et la femme s'enfonça plus profondément dans le duvet. À côté d'eux, où la file avait commencé à se dédoubler, 2 jeunes hommes les regardaient. « Occupez-vous de vos oignons, les gars, » dit Augie, et ils détournèrent le regard. « Vous pouvez me passer une couche, s'il vous plaît ?» demanda Janice depuis le sac de couchage. « Je vais devoir la changer avant de la faire téter. » Il posa un genou sur le bitume mouillé et ouvrit le sac matelassé. L'espace d'un instant, il fut surpris d'y trouver des couches en tissu et non des pampers. Puis il comprit. Elles étaient réutilisables. Cette fille était peut-être pleine de ressources, finalement. « Il y a une bouteille de Baby Magic aussi, vous la voulez ?» Depuis le sac de couchage, d'où dépassait seulement une touffe de cheveux châtains. « Oui, s'il vous plaît. » Il lui passa la lotion et la couche. Le duvet commença à remuer et à faire des bonds. Au début, les pleurs s'intensifièrent. Plus bas, depuis un autre méandre dans la file, perdu dans la brume épaisse, une voix cria. « Mais faites-le taire, bordel !» Une autre voix ajouta. « C'est les services sociaux qu'il faudrait appeler !» Augie attendait en regardant le sac de couchage. Quand le duvet cessa enfin de remuer, une main en sortit, brandissant une couche. « Vous pouvez la mettre dans le sac ? Il y a un sac en plastique pour les couches sales. » Elle sortit la tête et le fixa comme une taupe depuis son trou. « C'est pas du caca, c'est juste mouillé. » Augie attrapa la couche, la mit dans le sac en plastique, avec Costco écrit dessus, et referma le sac de bébé matelassé. Les pleurs provenant du sac de couchage, tous ces sacs, pensa-t-il, continuèrent pendant 1 minute ou 2, puis stoppèrent net quand Patty commença à téter au milieu du parking du City Center. Au-dessus de la rangée de portes qui n'ouvrirait que dans 6 heures, la banderole lâcha un unique flap apathique. 1000 emplois assurés. Mais bien sûr, pensa Augie. Et si on se gave de vitamine C, on n'attrapera jamais le sida. 20 minutes s'écoulèrent. D'autres voitures arrivaient depuis Marlborough Street, et d'autres gens s'ajoutaient à la file. Augie estima qu'il devait déjà y avoir dans les 400 personnes. À ce rythme-là, il serait bien 2000 à attendre que les portes s'ouvrent à 9 heures. Et ce n'était qu'une estimation prudente. Si on me propose cuistot chez McDo, je prends ? Probablement. Et accueil à Walmart ? Probable aussi. Un grand sourire et un « Comment allez-vous aujourd'hui ?» Augie pensait qu'il pourrait carrément faire l'affaire dans ce genre de boulot. « Je suis quelqu'un de très sociable, » pensa-t-il. Et il rigola. Depuis le sac de couchage. « Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ?»« Rien, » dit-il. « Câlinez-moi cette petite. »« C'est ce que je fais. » Un sourire dans la voix. À 3h30, il s'agenouilla pour relever le rabat du duvet et jeter un coup d'œil à l'intérieur. Janice Cray dormait profondément, recroquevillée sur elle-même, son bébé contre son sein. Ça lui fit penser au raisin de la colère. C'était quoi déjà le nom de la fille, celle qui finit par donner le sein à l'homme? Un nom de fleur. Lily? Non. Marguerite? Certainement pas. Il avait envie de mettre les mains en porte-voix et de crier à la foule. « Qui a lu les raisins de la colère ?» En se relevant, souriant d'une telle absurdité, le nom lui revint. Rose. C'était le nom de la fille dans les raisins de la colère. Mais pas seulement Rose. Rose de Saron. Un nom biblique, pensa-t-il sans en être vraiment sûr. Il n'avait jamais lu la Bible. Il regarda le sac de couchage où il avait imaginé passer quelques heures de la nuit et repensa à Janice Cray, voulant s'excuser pour Columbine, le 11 septembre, et Barry Bonds. Elle aurait probablement voulu faire de même pour le réchauffement climatique. Peut-être que quand tout ça serait derrière eux et qu'ils auraient retrouvé un emploi stable, ou pas, ce qui était tout aussi probable, il lui offrirait le petit déjeuner. Pas un rencard, ni rien,
juste des œufs brouillés et du bacon. Après quoi, ils ne se reverraient plus jamais. Les gens continuaient d'arriver. Ils se dirigeaient vers la zone délimitée par les rubans jaunes et leurs inscriptions impudentes. Ne pas franchir. Une fois la zone remplie, la file commença à s'étendre jusqu'au parking. Ce qui surprenait Augie, et le mettait mal à l'aise, c'était le silence qui régnait. Comme s'ils savaient tous que cette mission était perdue d'avance et qu'ils attendaient juste une confirmation officielle. Un autre flap apathique de la banderole. Et la brume qui continuait à s'épaissir. Peu après 5 heures, Augie sortit de son demi-sommeil, frappa ses pieds pour les désengourdir et constata qu'une désagréable lumière métallique filtrait dans l'air. On était bien loin de l'aurore aux doigts de rose du poète et des vieux films en technicolor. C'était l'anti-aurore par excellence, froide et pâle comme les joues d'un cadavre trépassé de la veille. La lumière enveloppait progressivement l'auditorium du City Center, glorieux dans toute sa laideur architecturale des années 70. Augie voyait la vingtaine de méandres que décrivait la foule immobile et patiente, puis la queue disparaître dans le brouillard toujours plus dense. Les gens commençaient à discuter. Et quand de l'autre côté des portes un gardien en treillis gris traversa le hall d'entrée de l'auditorium, de petits hurrahs satiriques s'élevèrent. « De la vie sur Mars !» lança l'un des 2 garçons qui avaient fixé Janice Cray, Keith Frias, et qui allait avoir le bras arraché quelques minutes plus tard. L'assemblée rigola doucement à cette plaisanterie, puis les conversations s'intensifièrent. La nuit était derrière eux. La lumière qui filtrait dans le petit matin n'était pas particulièrement encourageante, mais légèrement plus agréable que la longue nuit passée dans le froid. Augie s'agenouilla près de son sac de couchage et tendit l'oreille. Les petits ronflements réguliers qui s'en dégageaient le firent sourire. Peut-être qu'il s'était inquiété pour rien. Il imaginait qu'il y avait des gens dans la vie qui s'en sortaient, peut-être même bien, grâce à la gentillesse d'autrui. La jeune femme qui ronflait là-dessous, avec son bébé, en faisait peut-être partie. Il lui vint à l'esprit que Janice et lui pourraient se faire passer pour un couple aux différents stands de candidature. Dans ce cas, la présence du bébé ne passerait peut-être pas pour de l'irresponsabilité, mais témoignerait plutôt d'un dévouement commun. Il n'en était pas certain. La nature humaine restait un mystère pour lui, mais il trouvait ça tout à fait possible. Il décida de faire part de son idée à Janice quand elle serait réveillée, voir ce qu'elle en pensait. Il ne pouvait pas prétendre être marié, elle n'avait pas d'alliance, et lui ne portait plus la sienne depuis au moins 3 ans. Mais il pouvait très bien être, comment on disait déjà, en concubinage. Des voitures continuaient d'affluer de Marlborough Street. Pas par choc contre par choc, du moins pas encore, mais à intervalles réguliers. Des piétons s'ajouteraient bientôt, déposés par le premier bus de la journée. Augie était quasi sûr qu'il passait à 6 heures. À cause de l'épaisse brume, on ne distinguait que les phares des voitures, et c'est à peine si l'on discernait l'ombre floue des silhouettes tapies derrière les pare-brises. À l'approche de l'immense file d'attente, certains conducteurs faisaient demi-tour, découragés. Mais la plupart d'entre eux contournaient la masse de gens parqués entre les bandes de signalisation jaunes et suivaient le prolongement de la file en quête de places de parking, leur feu arrière disparaissant progressivement. Puis, Augie repéra une voiture qui ne fit pas demi-tour, mais ne continua pas non plus vers la vaste étendue invisible du parking. Elle atteignit le haut de la côte et s'arrêta. Ses phares, anormalement puissants, étaient soulignés de feux anti-brouillard jaunes. Des phares HD, pensa Augie. C'est une Mercedes-Benz. Qu'est-ce qu'une Merco vient foutre à une foire à l'emploi? C'était peut-être Kinsler, le maire, qui venait faire son speech au lefto, les féliciter de leur courage, de leur gagne d'Américains. Si c'était le cas, faire son entrée en Mercedes, même une vieille, était de très mauvais goût. À l'avant de la file, un type âgé, Wayne Welland, qui vivait actuellement les derniers instants de sa vie terrestre, dit « C'est pas une Mercedes? On dirait une Mercedes ?» Augie commençait à répondre que bien sûr c'était une Mercedes.
On ne pouvait pas se tromper avec ces feux avant HD quand le conducteur, arrêté juste derrière la forme floue de la dite voiture, klaxonna. Une longue et impatiente détonation. Les feux HD passèrent en plein phare, découpant des cônes de lumière blanche dans les gouttelettes flottantes de la brume, et la Mercedes bondit, comme si le coup de klaxon lui avait donné du jus. « Hé !» s'écria Wayne Wayland, saisi de surprise. Ce fut son dernier mot. La Mercedes accéléra et fonça droit sur la foule, précisément à l'endroit où les demandeurs d'emploi étaient le plus concentrés, pris au piège par les bandes de signalisation jaune. Certains d'entre eux, éblouis par les phares HD, tentèrent de courir, mais seuls ceux qui se trouvaient à l'arrière de la foule réussirent à s'échapper. Ceux qui étaient le plus près des portes, les vrais lève-tôt, n'avaient aucune chance. Ils butaient dans les pieds en métal, s'emmêlaient dans les bandes de ruban en plastique, se rentraient dedans. La foule se balançait d'avant en arrière comme une série de vagues houleuses. Les plus âgés et les plus petits tombaient et se faisaient piétiner. Augie fut violemment bousculé vers la gauche, trébucha, se rattrapa et fut propulsé vers l'avant. Une épaule frappa sa pommette droite et son champ de vision droit s'illumina des feux d'artifice du 4 juillet. De l'autre œil, il ne voyait pas seulement la Mercedes sortir de la brume, il la voyait comme faite de brume. Une grosse berline grise, peut-être une S500, le genre avec 12 cylindres qui tournaient tous à plein régime. Augie fut projeté à terre près du sac de couchage et reçut plusieurs coups de pied alors qu'il luttait pour se redresser. Dans les bras, les épaules, le cou, les gens hurlaient. Il entendit une femme crier « Attention! Attention! Elle arrive !» Il vit Janice Gray sortir la tête du sac de couchage, le regard perdu. Une taupe s'aventurant timidement hors de son trou. Une maman taupe aux cheveux sérieusement en bataille. Toujours à quatre pattes, il se précipita en avant et se jeta sur le sac de couchage et sur la mère et son bébé, comme s'il pouvait décemment les protéger d'une demi-tonne d'ingénierie allemande. Il entendait les gens hurler, leurs cris progressivement couverts par le rugissement du moteur de la berline qui approchait. Quelqu'un lui flanqua un terrible coup derrière la tête, mais c'est à peine s'il le sentit. Il eut le temps de penser « J'allais offrir le petit déjeuner à Rose de Saron ». Il eut le temps de penser « Peut-être qu'il va tourner au dernier moment ». Ça semblait être la meilleure chance de s'en sortir, probablement leur seule chance. Il commençait à lever la tête pour vérifier, juste au cas où, quand un énorme pneu noir envahit son champ de vision. Il sentit la petite main de Janice Gray agripper son avant-bras. Il eut le temps d'espérer que le bébé serait encore endormi. Puis il n'y eut plus de temps pour rien. Hodges ressort de la cuisine avec une bière à la main, se cale dans son lazy boy et pose la canette sur la table basse à sa gauche, à côté du revolver. C'est un Smith & Wesson MP calibre 38, MP pour Military and Police. Il le caresse distraitement, comme on caresse un vieux chien, puis s'empare de la télécommande et met la 7. Il est un peu en retard. Le public est déjà en train d'applaudir. Il repense à une mode, éphémère et terrible, qui avait envahi la ville vers la fin des années 80. Peut-être que le mot qui conviendrait le mieux serait « infecté », parce que cette mode avait plutôt fait l'effet d'une fièvre passagère. Les 3 journaux de la ville s'étaient emparés du sujet pendant tout un été. À présent, 2 de ces journaux n'existent plus, et le 3e est en fin de vie. Dans son costard tiré à 4 épingles, le présentateur arpente la scène en saluant le public de la main. Hodges regarde cette émission quasiment tous les jours depuis qu'il est retraité des forces de police. Et selon lui, cet homme est trop intelligent pour ce boulot. Un boulot qui s'apparente plutôt à faire de la plongée sous-marine dans les égouts de la ville sans combinaison. Il trouve que c'est le genre de type qui pourrait se suicider à la grande stupeur de ses proches et de tous ses amis. C'était quelqu'un d'extrêmement gai, et comme il allait bien la dernière fois qu'il l'avait vu. À cette pensée, Hodges donne une autre caresse distraite à son arme. C'est le modèle Victory. Une vieillerie, mais une vieillerie qui a du coffre.
Pendant ses années de service, son arme avait été un Glock 40. C'est lui-même qui se l'était acheté. Tous les officiers de police de la ville sont censés s'acheter leur arme de service. Et maintenant, le Glock repose dans le coffre-fort de sa chambre, en sûreté. Il l'avait déchargé et rangé là, après sa cérémonie de départ, et ne l'avait plus touché depuis. Aucun intérêt. En revanche, il affectionne particulièrement son Colt. Il a une valeur sentimentale. Mais il y a une autre raison à cela. Un revolver ne s'enraye jamais. La première invitée, une jeune femme en petite robe bleue, entre sur le plateau. Elle a l'air un tantinet idiote, mais elle a un corps de rêve. Quelque part sous cette robe, Hodges sait qu'il y a un tatouage, un de ces tatou-poufs, comme disent certains. Peut-être 2 ou 3. Dans le public, les hommes sifflent et tapent des pieds. Les femmes applaudissent gentiment. Certaines lèvent les yeux au ciel. C'est le genre de nana que les maris n'ont pas intérêt à mater en présence de leur femme. La jeune femme est furieuse dès son entrée. Elle raconte au présentateur que son copain a eu un bébé avec une autre et qu'il va tout le temps les voir. Elle l'aime toujours, dit-elle, mais elle déteste cette... Les 2 mots suivants sont censurés. Mais Hodges arrive à lire sur les lèvres. Putain de salope. Le public applaudit et l'encourage. Hodges prend une gorgée de bière. Il sait ce qui vient ensuite. Cette émission est aussi prévisible que le feuilleton du vendredi après-midi. Le présentateur, qui a l'air trop intelligent pour ce genre de conneries, la laisse déblatérer encore un peu, puis introduit l'autre femme. Elle aussi a un corps de rêve, plus une bonne longueur de chevelure blonde. Elle a un tatou-pouf sur la cheville. Elle s'approche de la femme en robe bleue et dit « Je comprends ce que tu ressens, mais moi aussi je l'aime. » Elle en a encore gros sur le cœur, mais c'est tout ce qu'elle arrive à dire avant que corps de rêve numéro 1 ne passe à l'attaque. Dans les coulisses, quelqu'un fait sonner une cloche, comme pour annoncer le début d'un combat de boxe. Hodges imagine que c'est tout comme, puisque tous les participants de l'émission sont sûrement rémunérés. Que ferait-il là, sinon? Les 2 femmes frappent et griffent pendant quelques secondes, bientôt séparées par les 2 armoires à glace avec « Sécurité » écrit sur leur t-shirt, qui observaient depuis l'arrière de la scène. Elles se hurlent des saloperies au visage pendant un petit moment, un échange de points de vue clair et détaillé, censuré pour l'essentiel, toujours sous l'œil bienveillant du présentateur. Et cette fois-ci, c'est corps de rêve numéro 2 qui passe à l'offensive, décochant un beau crochet à corps de rêve numéro 1. La cloche retentit à nouveau. Elles s'étalent par terre, leurs robes leur remontant sur les cuisses, griffant, frappant, giflant. Le public devient fou. Les armoires à glace interviennent et le présentateur s'interpose, susurrant d'une voix apaisante, mais insidieuse. Les 2 femmes se crachent la profondeur de leur amour au visage. Le présentateur annonce une courte page de pub, puis une actrice people vante les mérites d'une pilule minceur. Hodges reprend une gorgée de bière et sait qu'il ne boira même pas la moitié de la canette. C'est drôle, parce que quand il était flic, il était quasi alcoolique. Et quand la boisson a détruit son mariage, il en a déduit qu'il était alcoolique. Il avait alors rassemblé toute sa volonté et s'était abstenu, se promettant de boire autant qu'il en aurait foutrement envie une fois qu'il aurait fait ses 40 ans de service. Un nombre assez conséquent quand on considère que 50% des flics prennent leur retraite au bout de 25 ans et 70% au bout de 30 ans. Sauf que maintenant qu'il est retraité, l'alcool ne l'intéresse plus vraiment. Il s'était forcé quelquefois, juste pour voir s'il était encore capable de se saouler, et il l'était. Mais il s'avérait qu'être saoul n'était pas forcément mieux qu'être sobre. En fait, c'était même pire. L'émission reprend. Le présentateur annonce qu'il a un nouvel invité, et Hodges sait exactement qui. Le public aussi le sait. Et il trépigne d'impatience. Hodges soulève le revolver de son père, regarde dans le canon et le repose sur le Direct TV.
L'homme à l'origine de la rivalité qui oppose si violemment corps de rêve numéro 1 et corps de rêve numéro 2 fait son entrée côté jardin. Tu savais à quoi il allait ressembler avant même qu'il arrive, fier et sûr de lui. C'est ce genre de type, le mec de la station-service ou le cariste de chez Target. Peut-être même celui qui s'est occupé, mal occupé, de ta voiture chez Speedy. Il est maigre et pâle, avec une touffe de cheveux noirs sur le sommet du front. Il porte un pantalon de chino et une incroyable cravate vert et jaune qui manque l'étrangler et fait ressortir sa pomme d'Adam proéminente. Des chaussures en daim pointues dépassent de son pantalon. Tu sais que les bonnes femmes ont des tatouages de pouf, et tu sais que le type est monté comme un cheval et qu'il éjacule avec la puissance d'une locomotive et la précision d'un tireur d'élite. La vierge effarouchée qui s'assoit sur les toilettes après qu'un type comme lui s'est branlé tombe forcément enceinte. De jumeaux. Il arbore le petit sourire en coin du mec cool et décontracté. Job de rêve, arrêt maladie à vie. Bientôt la cloche va retentir et les jeunes femmes vont se sauter à la gorge à nouveau. Après ça, une fois qu'elles auront entendu assez de ces conneries, elles se regarderont, acquiesceront d'un air entendu et se jetteront sur lui. Cette fois, les types de la sécurité attendront un peu plus longtemps avant d'intervenir, parce que c'est la finale que les téléspectateurs sur le plateau et à la maison ne veulent rater pour rien au monde. Les poulettes qui foutent une branlée au coq. Cette mode éphémère et terrible qui avait vu le jour vers la fin des années 80, cette infection, c'était les combats de clodo. Un petit malin en avait eu l'idée, et quand l'activité s'était révélée rentable, 3 ou 4 entrepreneurs avaient sauté sur l'occasion et peaufiné le business. Le but du jeu était de trouver 2 clodos et de leur filer $30 chacun pour qu'ils se bastonnent à telle heure et à tel endroit. L'endroit dont Hodges se souvenait le mieux était le parking sordide d'un strip club infesté de morpions, le Bam Balam, à l'est de la ville. Une fois que le rendez-vous était fixé, restait plus qu'à faire la pub, de bouche à oreille, l'ère toute puissante d'Internet ne pointant pas encore à l'horizon en ces temps reculés, et faire payer $20 le spectacle. Il devait y avoir plus de 200 spectateurs à celui où Hodges et Pete Huntley avaient fait une descente. La plupart d'entre eux faisant monter les paris et s'insultant comme des putains de tarés. Il y avait des femmes aussi, certaines en tenue de soirée et couvertes de bijoux, qui jouissaient de voir ces 2 poivreaux de clodo se battre et se débattre, frapper, tomber, se relever et gueuler des incohérences. La foule rigolait, vociférait, encourageait les 2 concurrents. Cette émission, c'est la même chose. Sauf qu'il y a des pilules minceurs et des compagnies d'assurance derrière pour dédramatiser le principe. Ce qui fait dire à Hodges que les concurrents, car c'est bien ce qu'ils sont, même si le présentateur parle d'invités, repartent avec un peu plus de $30 et une bouteille de Night Train en poche. Et qu'il y a 0 flic prêt à faire une descente, car c'est tout aussi légal que la loterie nationale. Quand le pugilat sera terminé, une féroce juge aux affaires familiales, drapée dans son habit de vertu impatientée, expédiera en public les demandes de divorce des médiocres, avec une rage à peine dissimulée, pour leur mesquinerie et leur stupidité. Puis viendra le tour du gros psychologue des familles qui fait pleurer ses invités, leur fait franchir le mur du déni, comme il dit, et invite quiconque ose remettre en question ses méthodes à quitter le plateau. Hodges pense que le gros psy doit s'inspirer de vieilles vidéos d'entraînement du KGB. Hodges carbure à cette merde télévisuelle haute en couleur tous les jours de la semaine, assis dans son lazy boy avec l'arme de son père, celle que papa portait pendant ses patrouilles, posée sur la table basse à côté de lui. Il la ramasse toujours à plusieurs reprises pour regarder dans l'orifice du canon, examiner ce tunnel obscur. 2 ou 3 fois, il l'a glissée dans sa bouche, juste pour voir quelle sensation ça fait d'avoir un revolver chargé posé sur la langue et pointé vers le palais. Si habitué, il imagine. Si j'arrivais à boire, je pourrais penser à autre chose, se dit-il, au moins pendant 1 an. Et si j'arrivais à penser à autre chose pendant 2 ans, l'envie me passerait peut-être.
Je pourrais me mettre au jardinage, ou à l'ornithologie, ou même à la peinture. Tim Quigley avait fait de la peinture en Floride, dans un lotissement de flics retraités. D'après ce que les gens disaient, il s'était vraiment passionné pour la chose, et avait même vendu quelques toiles au Venice Art Festival. Jusqu'à ce qu'il fasse une crise cardiaque. Après sa crise cardiaque, il était resté alité pendant 8 ou 9 mois, paralysé de tout le côté droit. Plus de peinture pour Tim Quigley. Puis, plus de Tim Quigley. Prends-toi ça. La cloche retentit, et, sans surprise, les deux demoiselles se jettent sur le maigrelet à la cravate improbable. Des ongles colorés fusent, et des chevelures tout aussi colorées volent. Hodges tend une main vers le revolver. Il a à peine le temps de l'effleurer qu'il entend la fente de la boîte aux lettres grincer et le courrier choir sur le sol de l'entrée. De nos jours, avec les mails et Facebook, plus aucun courrier de grande importance n'arrive par la poste. Mais il se lève quand même. Il va s'occuper de son courrier et laisser le special police de son père pour une autre fois. Quand Hodges revient s'asseoir avec son petit tas de courriers à la main, le match de boxe est terminé et le présentateur est en train de faire ses adieux, promettant au public de TV Land que demain il y aura des nains. De l'espèce physique ou mentale, ça, il ne précise pas. Il y a 2 poubelles en plastique à côté du Lazy Boy. Une pour les bouteilles en verre et les canettes, l'autre pour les ordures ménagères. C'est là qu'atterrissent un prospectus de Walmart annonçant des petits prix, une offre d'assurance décès adressée à notre voisin préféré, une promotion de 50% sur tous les DVD pendant une semaine seulement chez Discount Electronics, et un carton d'invitation appelant le plus grand nombre à voter pour un type qui se présente au conseil municipal. Hodges trouve qu'il ressemble au docteur Oberlin, le dentiste qui l'avait terrorisé quand il était gosse. Il y a aussi un catalogue des magasins Albertson, et ça, Hodges le met de côté, couvrant momentanément l'arme de son père, car il est blindé de bons de réduction. La dernière enveloppe semble être une véritable lettre, assez épaisse au toucher. Elle est adressée à Off K. William Hodges, Ret. 63 Harper Road. Il n'y a aucune adresse d'expéditeur. Dans le coin gauche de l'enveloppe, où elle devrait normalement être indiquée, se trouve son second smiley de la journée. Sauf que celui-ci n'a rien à voir avec le clin d'œil Walmart, mais ressemble plutôt à une émoticône, avec ses grosses lunettes noires et ses dents blanches. Ça réveille un souvenir en lui, et pas un bon. Non, pense-t-il, non. Mais il éventre l'enveloppe si précipitamment qu'elle se déchire, déversant son contenu sur ses genoux. 4 pages dactylographiées en tout. Pas tapées à la machine à écrire, mais dans une police qui y ressemble. Cher inspecteur Hodges. Sans détourner son regard, il tend la main vers la table basse, renverse le catalogue Albertson au passage, promène ses doigts le long du revolver sans y prêter attention, et saisit la télécommande. Il éteint la télé, coupant court aux remontrances de l'implacable juge aux affaires familiales, et reporte son attention sur la lettre. Cher inspecteur Hodges, j'espère que vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je vous appelle inspecteur, bien que vous soyez retraité depuis 6 mois. Je considère que si des juges incompétents, des politiciens véreux et des généraux stupides peuvent garder leur titre après leur retraite, il devrait en être de même pour l'un des officiers de police les plus décorés de la ville. Alors, va pour inspecteur Hodges. Monsieur, un autre titre que vous méritez, car vous êtes un véritable chevalier de l'ordre et de la paix. Je vous écris pour plusieurs raisons, mais je tiens tout d'abord à vous congratuler pour vos années de service. 27 en tant qu'inspecteur et 40 en tout. J'ai vu un bout de la cérémonie de départ à la télé. Channel 2, accès public, une ressource méconnue de beaucoup. Et j'ai cru comprendre qu'une petite sauterie était organisée le lendemain au Raintree Inn, près de l'aéroport. Je parie que ça devait envoyer comme cérémonie de départ. Je n'ai bien évidemment jamais assisté à de telles fiestas, mais je regarde beaucoup de séries policières
Et bien que je reste persuadé que la plupart transfigurent quelque peu le quotidien de votre clique de flics, on y voit ce genre de petites fêtes parfois. NYPD, The Wire, Homicide, etc., etc. Et j'aime à penser que c'est ainsi, exactement, que les chevaliers de l'ordre et de la paix disent adieu à l'un de leurs compatriotes. Et je pense que c'est en effet le cas, car j'ai également lu des scènes de fête de départ dans au moins 2 livres de Joseph Wambo, et elles sont similaires à ce que l'on voit à la télé. Et il doit savoir ce qu'il dit, car lui aussi est un off-ret. J'imagine des ballons au plafond, beaucoup d'alcool et de discussions salaces, et surtout un paquet d'anecdotes à propos du bon vieux temps et des vieux dossiers. Il y a probablement de la musique aussi, forte et dansante, et peut-être même une stripteaseuse ou 2, agitant leurs plumes d'apparat. Et il y a sûrement des discours, bien plus drôles et sincères que ceux que l'on entend dans les cérémonies officielles costard-cravate. Comment je m'en sors ? Pas mal, se dit Hodges. Pas mal du tout. À en croire mes recherches, en tant qu'inspecteur, vous avez littéralement résolu une centaine d'affaires, et de celles qui ont été fortement médiatisées par la presse. Les chevaliers du clavier, comme disait Ted Williams. Vous avez attrapé des assassins, des gangs, des pyromanes et des violeurs. Dans un article, publié de telle façon que sa sortie coïncide avec votre cérémonie de départ, votre coéquipier de longue date, Peter Huntley, premier échelon, vous décrit comme quelqu'un travaillant à la fois dans les règles de l'art et avec une intuition prodigieuse. Un beau compliment. Si tout ça est vrai, et je pense que ça l'est, vous devriez déjà avoir compris que je suis l'un de ceux, très peu nombreux, que vous n'avez pas attrapés. Pour être tout à fait juste, je suis celui que la presse a choisi d'appeler Petit A, le Joker, Petit B, le clown, ou Petit C, le tueur à la Mercedes. Je préfère le dernier. Je suis sûr que vous avez tout donné. Mais malheureusement, pour vous, pas pour moi, vous avez échoué. J'imagine que s'il y a bien un criminel que vous auriez voulu attraper, inspecteur Hodges, c'est l'homme qui a délibérément foncé dans la foule des demandeurs d'emploi du City Center l'année dernière, tuant 8 personnes et en blessant bien plus. Je dois dire que j'ai dépassé mes attentes les plus folles. Étais-je dans un coin de votre tête quand ils vous ont remis cette plaque lors de la cérémonie officielle de départ ? Étais-je dans un coin de votre tête quand vos petits camarades chevaliers de l'ordre et de la paix vous rappelaient les fois, simple supposition ici, où d'autres criminels ont été pris la main dans le sac et les tours joués aux uns et aux autres dans ce bon vieux poste de police ? Je suis sûr que oui. Il faut que je vous dise à quel point j'ai pris mon pied, et je suis sincère, quand j'ai appuyé sur le champignon et que j'ai foncé sur la foule avec la Mercedes de cette pauvre Mrs. Olivia Trelawney. J'ai eu la plus grosse trique de toute ma vie. Et est-ce que mon cœur battait à 200 pulsations la minute ? Un peu, mon neveu. Un autre smiley à lunettes. Je vais vous raconter quelque chose de personnel. Et si vous avez envie de rire, allez-y, parce que c'est assez drôle finalement, même si je pense surtout que ça montre à quel point j'ai été prudent. J'avais mis un préservatif, une capote. Je craignais l'éjaculation spontanée et les traces d'ADN qui auraient pu en résulter. Bon, ça n'est pas arrivé. En revanche, je me suis souvent masturbé en y repensant. Comment ils essayaient de s'enfuir, mais ne pouvaient pas. Ils étaient entassés comme des sardines. Leur visage terrifié, c'était tellement drôle. Et la façon dont j'ai été propulsé vers l'avant quand la voiture a foncé dans le tas, si fort que la ceinture s'est bloquée. Bon sang, que c'était excitant. Pour être tout à fait sincère, je n'étais sûr de rien. Je pensais qu'il y avait 50% de chances que je me fasse gauler. Mais je suis un optimiste invétéré, et je me prépare toujours au meilleur et non au pire. Le préservatif, c'était personnel. Mais je parie que votre équipe médico-légale, je regarde aussi les experts, a dû être sacrément déçue de ne trouver aucune trace d'ADN sur le masque de clown.
Ils ont dû se dire « Zut, ce petit malin de criminel devait porter un bonnet de douche en dessous. » Eh ben oui, justement, je l'ai même rincé à la javel. J'aime me remémorer le bruit sourd du choc, le craquement des os et la façon dont la voiture a rebondi sur ses amortisseurs quand j'ai roulé sur les corps. Pour la puissance et la souplesse, rien de tel qu'une Mercedes V12. Quand j'ai appris que l'une de mes victimes était un bébé, j'ai biché. Supprimer une si jeune vie. Ah, pensez à tout ce qu'elle a loupé. Patricia Cray, repose en paix. J'ai eu la maman aussi. De la confiture de fraises dans un sac de couchage. Ah, quel pied! J'aime bien penser au type qui a perdu un bras aussi. Et encore plus aux 2 qui ont fini paralysés. L'homme, juste à partir de la taille, mais Martin Stover n'est plus qu'un légume à présent. Eux auraient sûrement préféré y passer. Que dites-vous de ça, inspecteur Hodges? Alors là, vous devez vraiment vous demander à quel genre de pervers malade et tordu vous avez affaire. Je peux pas vraiment vous en vouloir, mais ça se discute. Je pense qu'énormément de gens se seraient amusés eux aussi. Et c'est pour ça qu'ils aiment autant les livres et les films, et les séries télé de nos jours, qui traitent de torture, de démembrement, etc., etc., etc. La seule différence, c'est que moi, je l'ai fait. Mais pas parce que je suis fou, que ce soit de folie ou de rage. Non, juste parce que je ne savais pas exactement ce que donnerait l'expérience. Seulement qu'elle serait excitante, et que j'en garderais un souvenir mémorable, comme on dit. La plupart des gens portent des chaussures de plomb depuis leur plus jeune âge et sont condamnés à les garder aux pieds toute leur vie. Ces chaussures de plomb, c'est ce qu'on appelle la conscience. Moi, je n'en ai pas, ce qui me permet de m'élever bien au-dessus du troupeau des gens normaux. Mais s'il m'avait attrapé ce jour-là, eh bien, je suppose que si la Mercedes de Mrs. Trelawney avait calé ou autre, peu probable étant donné qu'elle semblait très bien entretenue, la foule se serait jetée sur moi et m'aurait mis en pièces. Je savais que c'était un risque à prendre et cela m'excitait d'autant plus. Mais je ne pensais pas réellement qu'ils en seraient capables, parce que la plupart des gens sont des moutons et que les moutons ne mangent pas de viande. Je me serais sûrement fait tabasser un peu, mais c'est pas une petite raclée qui me fait peur. On m'aurait probablement arrêté, puis traîné en justice, et j'aurais plaidé l'aliénation mentale. Peut-être même que je suis aliéné. L'idée m'a traversé l'esprit plus d'une fois. Mais c'est une aliénation particulière. Bref, le vent a tourné en ma faveur, et je m'en suis tiré. Le brouillard m'a bien aidé. Il y a autre chose dont je me souviens. Je l'ai vu dans un film cette fois. Je me rappelle plus le titre. Il y a un tueur en série très dégourdi, et les flics, l'un d'eux est Bruce Willis à l'époque où il avait encore des cheveux, n'arrivent pas à le coincer au début du film. Alors, Bruce Willis dit « Il recommencera, parce qu'il ne peut pas s'en empêcher, et tôt ou tard, il commettra une erreur et on le chopera. » Ce qu'ils finissent par faire. Mais ça marchera pas avec moi, inspecteur Hodges, car je ne ressens absolument aucun besoin de recommencer. En ce qui me concerne, une fois a suffi. J'ai mes souvenirs, et ils sont aussi nets qu'un son de cloche. Et puis aussi, le fait que les gens étaient terrifiés après ça, car ils étaient persuadés que j'allais recommencer. Vous vous souvenez de toutes les manifestations publiques qui ont été annulées? Ce n'était pas la même partie de plaisir, mais c'était quand même très amusant. Donc vous voyez, nous sommes tous les deux des retraités. En parlant de ça, je n'ai qu'un seul petit regret. C'est de n'avoir pu assister à votre fête de départ au Raintree Inn et lever mon verre à votre santé, mon bon vieil inspecteur. Car vous avez vraiment tout donné. Et l'inspecteur Huntley aussi, d'ailleurs. Mais à en croire les journaux et Internet, c'est vous qui jouiez en Ligue majeure, alors que lui était et restera toujours un joueur de niveau AAA. Je suis sûr que le dossier est toujours dans les noms classés, et qu'il ressort de temps en temps tous ces vieux dossiers pour les étudier. Mais ça n'ira pas plus loin. Nous savons ça tous les deux, vous et moi.
Pour finir, puis-je vous faire part d'une petite inquiétude? Dans certaines séries, et dans un livre de Wambo aussi, je crois, mais c'était peut-être bien un James Patterson, la grande fête avec ballon, alcool et musique est souvent suivie d'une scène finale tragique. L'officier rentre chez lui et s'aperçoit que sans son insigne et son arme, sa vie n'a plus aucun sens. Ce que je peux comprendre. Quand on y pense, qu'y a-t-il de plus triste qu'un vieux chevalier retraité? Bref, l'officier finit par se tirer une balle avec son arme de service. J'ai fait des recherches sur Internet et découvert que ce genre de fait n'appartient pas qu'à la fiction. Ça arrive vraiment. Il y a un taux de suicide extrêmement élevé chez les policiers retraités. Dans la plupart des cas, les flics qui commettent cet acte terrible vivent seuls, sans personne à leur côté susceptible de déceler des signes avant-coureurs. Beaucoup, comme vous, sont divorcés. Beaucoup ne vivent plus sous le même toit que leurs enfants adultes. Je pense à vous, inspecteur Hodges, tout seul dans votre maison de Harper Road, et je m'inquiète. À quoi ressemble votre vie maintenant que l'excitation de la chasse est derrière vous? Passez-vous beaucoup de temps devant la télé? Probablement. Avez-vous tendance à boire davantage? Possible. Est-ce que les heures passent plus lentement maintenant que votre vie est devenue si vide? Souffrez-vous d'insomnie? Seigneur, j'espère que non. Mais j'ai bien peur que ce ne soit le cas. Vous devriez vous trouver un hobby, pour ne plus avoir à penser à celui qui nous a échappé, et au triste fait que vous ne m'attraperez jamais. Ce serait trop dommage que vous vous mettiez à penser que toute votre carrière ne fut qu'une perte de temps, simplement parce que le gars qui a tué tant de gens innocents vous a glissé entre les doigts. Je ne voudrais pas que vous vous mettiez à penser à votre arme. Mais vous y pensez déjà, n'est-ce pas? Celui qui nous a échappé voudrait terminer sur une dernière petite pensée. La voici. Va te faire foutre, minable! Non, je déconne. Très sincèrement vôtre. Le tueur à la Mercedes. Dessous, encore une émoticône tout sourire. Et encore en dessous. Post-scriptum. Vraiment navré pour Mrs. Trelawney, mais quand vous remettrez cette lettre à l'inspecteur Huntley, dites-lui de ne pas se fatiguer avec les photos que je suis sûr que la police a prises pendant les obsèques. J'y étais, mais seulement dans ma tête. J'ai une imagination débordante. Post-scriptum. Vous voulez garder contact? Me donner vos impressions? Essayez sous le parapluie bleu de Debbie. Je vous ai même créé un compte. Kermit Frog 19. Je ne répondrai peut-être pas, mais allez, on ne sait jamais. Post-scriptum. J'espère que cette lettre vous a remonté le moral.